Qui n'a jamais été stressé dans la vie? Qui n'a jamais ressenti ce stress, qu'il soit aigu ou chronique? Alors sans doute très peu de personnes. Qui sait ce que représente exactement le stress aigu et le stress chronique? Qui connaît la différence entre les deux? C'est pas toujours évident à comprendre. Le stress, c'est quelque chose de global qui demande une communication entre les éléments qui sont propres à l'organisme et puis l'environnement également, avec toutes ces interrelations sociales, sociétales et autres. Alors essayons de prendre le temps, laissons le temps au temps pour essayer tranquillement de comprendre ce que signifie stress, stress aigu, stress chronique. Et peut-être pourrons-nous alors, si nous sommes stressés, trouver des éléments qui nous fassent sortir de cette phase qui nous tracasse, qui nous embête, qui nous pourrit la vie. Essayons de retrouver une certaine résilience, c'est-à-dire une certaine guérison face au stress, qu'il soit chronique ou qu'il soit aigu. Alors, allons-y pour essayer de comprendre tranquillement les bases neurobiologiques et neuroendocriniennes du stress. Neurobiologique. La biologie, c'est la vie. Neuro, c'est le système nerveux. Autrement dit, les bases, c'est-à-dire quelque chose sur lesquelles on s'appuie, correspondent globalement au système nerveux qui va intervenir pour faire en sorte que cette vie puisse se faire au mieux. Dans l'état idéal, on est dans un équilibre parfait qui n'existe jamais en fait. Mais cet équilibre en fait peut être modifié par l'environnement, c'est-à-dire non seulement par nous-mêmes, par notre propre environnement, mais également par l'environnement extérieur et par toutes ces relations que l'on peut avoir avec les autres, au niveau de ces réseaux sociaux, au niveau de ces relations en famille, les relations entre amis, les relations au travail, les relations scolaires. Bref, de très nombreuses relations qui font que nous ne sommes jamais vraiment nous-mêmes. Si nous étions nous-mêmes, que serions-nous? Seuls, isolés, sans les autres, sans stress. Peut-être aurions-nous tout de même le stress aigu, chronique, qui nous rend malades et a du mal quelquefois à s'échapper de notre corps. Donc vous voyez que ces bases neurobiologiques signifient beaucoup de choses. Donc lorsque l'on dit base neurobiologique, on comprend ce que ça veut dire. Et neuroendocrinienne, c'est-à-dire les bases neuroendocriniennes du stress. Ça veut dire qu'il va y avoir des glandes endocrines, neuroendocriniennes, ça veut dire que des glandes sont d'origine ou font partie du système nerveux. Donc nous allons en parler tout à l'heure. Alors vous pensez bien entendu à l'hypothalamus, qui fait partie du système nerveux, mais qui en même temps est capable de sécréter des hormones. On dit des neurohormones. Notamment dans le cas du stress. Bon, l'hypothalamus a un rôle très important, mais nous ne citerons son rôle que dans le cadre du stress. Chez tout être vivant, l'équilibre des interactions entre le sujet et son environnement est global. Donc ça veut dire que on a une personnalité et notre personnalité vit sa vie depuis la naissance jusqu'à un âge très avancé
En tout cas, c'est ce que l'on souhaite. Mais il n'y a pas un équilibre social, ou émotionnel, ou psychique, ou cognitif. Donc il n'y a pas cet équilibre d'un côté, et de l'autre côté, cet équilibre que l'on pourrait qualifier de somatique, ou bien de biologique, de cérébral. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types d'équilibre. Tout à l'heure, je vous ai dit équilibre somatique. Alors le soma, c'est l'ensemble du corps. C'est l'ensemble de toutes les cellules du corps, donc de tous les organes, autre que ce qui est germinal. Germinal, c'est ce qui correspond plutôt aux cellules sexuelles, aux gamètes sexuels, bon, quelque chose qui tourne autour de ce thème. Mais le somatique, c'est tout ce qui fait partie du soma, c'est-à-dire du corps dans son intégralité. Donc on est dans un équilibre somatique. Est-ce que l'on est également dans un équilibre biologique, c'est-à-dire de vie? Est-ce que notre vie elle-même est en équilibre? Ou est-ce qu'elle doit, cette vie, donc cette biologie qui nous appartient, faire à chaque pas l'estimation de ce que nous pouvons vivre à l'instant présent et à l'instant futur qui marque la fin du présent et cache derrière lui, évidemment, le passé. Est-ce que l'on peut adapter au niveau de notre biologie à chaque instant un équilibre qui rende notre soma, le côté somatique, en équilibre parfait qui fait que l'on se sent bien dans sa peau? Et est-ce que en même temps le psychisme intervient de telle sorte qu'il entre en harmonie avec tout ce qui est social, émotionnel, psychique, cognitif, tout ce qui est en relation avec le somatique, le biologique, le cérébral? Est-ce que tous ces mots sont en accord parfait à chaque instant avec notre propre équilibre qui fait que on fait abstraction du stress, qu'il soit aigu ou chronique? Eh bien, on s'aperçoit que pour que le corps soit en équilibre, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, un corps peut être en équilibre et se sentir bien, on peut se sentir bien dans notre peau, mais on peut très bien être en équilibre mal adapté, qui fait que cet équilibre permanent ou provisoire nous rend mal à l'aise. Donc, ce que l'on cherche en fait à chaque instant, c'est trouver un équilibre dans lequel il y ait une parfaite harmonie entre notre vie et notre bien-être. Mais également, il faut qu'il y ait le bien-être autour de soi, ce qui est quelque chose de très compliqué. Donc il n'y a pas un équilibre social, émotionnel, psychique, cognitif d'une part et un équilibre somatique, biologique, cérébral de l'autre part. Tout ça, c'est en interaction permanente, complexe, mais en même temps, la physiologie du corps, l'anatomie du corps fait en sorte que l'on essaie de tendre vers cet équilibre. Donc, tous ces mots que nous avons évoqués ne sont pas séparés, ne sont pas autonomes. Ils font partie d'un tout et d'une communication qui est assez compliquée, enfin, dont le contexte est compliqué. Alors, ces considérations sont essentielles pour celui ou celle qui va aborder les relations entre les éléments stresseurs, c'est-à-dire les éléments qui vont nous amener au stress qui correspond, on le verra tout à l'heure, donc à des manifestations bien précises. Donc, je vous ai dit que ces considérations sont essentielles pour celui qui aborde les relations entre les éléments stresseurs, les individus et les pathologies. Le concept de stress est un concept biologique et est l'un des plus
intégratif de la biologie et de la médecine. Il n'y a pas de stress sans manifestation biologique. Les seuls à en authentifier l'existence. Non seulement tout l'organisme est mobilisé pour des réponses physiologiques et comportementales, mais les conditions intrinsèques et environnementales et les caractéristiques propres à l'individu, c'est-à-dire les caractéristiques génétiques et son historique également, eh bien, sont partie prenante et souvent causale du processus. Il convient de bien dissocier les agents, les stresseurs, les conséquences et leurs interactions. Le stress aigu n'est pas le stress chronique. Et lorsque les conséquences sont délétères et durables, c'est-à-dire lorsqu'on les envisage comme délétères et durables, alors les manifestations pathologiques peuvent survenir et dans ces conditions, on parle évidemment de stress chronique. Donc ces manifestations pathologiques vont être très variées et elles vont être diverses et atteindre divers organes du corps. Donc aborder la question du stress, c'est aborder quelque chose qui est très complexe, qui va de tout ce qui se passe dans la tête, au niveau des pensées, au niveau du moral, etc. Autrement dit, tout ce qui représente plutôt le psychisme, donc va vers ce qui est moléculaire, et vice-versa. Ça veut dire que les molécules, par exemple les molécules hormonales, nous dirigent, nous guident, font de nous des êtres hormonaux dont nous dépendons. Et les éléments stresseurs vont gérer au sein de notre corps un stress qui va correspondre à une communication bien précise d'éléments, d'organes entre eux, avec libération de molécules qui vont interagir les unes avec les autres. Et faire en sorte que lorsque l'on est stressé, eh bien, on va chercher, le corps va chercher à ce qu'il y ait une résilience de ce stress. C'est-à-dire, la résilience va nous permettre de retrouver un état équilibré dans lequel nous baignions dans le passé. Mais les choses ne sont pas si simples. Car quelquefois, on ne se remet pas d'un stress. Essayons de parler de l'évolution du concept de stress et essayons de tendre vers une définition. Ce qui sera au XXe siècle dénommé stress fut théorisé dès l'Antiquité. Quelle que fût l'école, les Grecs concevaient la santé à partir des concepts d'équilibre, de stabilité de l'existence, d'une nécessaire harmonie entre l'être et son environnement. Lorsque les contraintes menaçantes survenaient, des forces contraires les contrebalançaient et permettaient de s'ajuster aux événements émotionnels pour améliorer la qualité de la vie. Cette conception s'est cristallisée dans le concept d'ataraxie. Donc, d'une approche harmonieuse et modérée de l'existence, où l'absence de troubles s'associe à un principe de bonheur et à une quiétude profonde. À la même époque, les penseurs de l'Orient proposaient des principes similaires, dont celui d'équanimité. Ces conceptions ont traversé les siècles avec la médecine hippocratique. Hippocrate, qui a vécu de 460 à 375 avant notre ère. Donc la médecine hippocratique, où la santé et la maladie étaient assimilées à des principes d'harmonie
et de disharmonie, sachant que la nature alors était la guérisseuse suprême. Elles sont retrouvées chez les fondateurs de la physiologie médicale moderne qui voyaient, sans doute à tort, l'état normal ou physiologique et l'état de maladie comme deux aspects d'un même principe général, se renvoyant l'un à l'autre, le recouvrement de la santé étant ipso facto celui de l'état physiologique normal. La physiologie moderne a été marquée par ces notions d'équilibre. Claude Bernard, qui a vécu de 1813 à 1878, forgera un concept clé, celui de la nécessaire fixité du milieu intérieur, sans laquelle il ne pourrait plus y avoir de vie libre et indépendante. C'est ce que Claude Bernard a dit en 1865. L'organisme gère les changements corporels et émotionnels imposés par les perturbations environnementales par des mécanismes adaptatifs et vitaux construits pour rétablir. Alors, donc on a dit rétablir. Mais rétablir quoi? Eh bien, pour rétablir les équilibres physiologiques, lesquels sont essentiellement non conscients. Sur ces bases, mais en allant plus loin, Cannon, qui a vécu de 1871 à 1945, proposera le concept d'homéostasie. C'est un terme forgé du grec homéoios, identique, et stasis, immobile. L'homéostasie implique des servomécanismes locaux. À quoi servent-ils? Eh bien, ils permettent de maintenir les équilibres au sein des systèmes physiologiques. L'équilibre du milieu intérieur est assuré par le système nerveux sympathique viscéral associé à la glande médullo-surrénale qui libère l'adrénaline, laquelle ira au contact des organes. C'est ce que Cannon et Delapaz en 1911 et Cannon en 1929 ont proposé. Ainsi, le système nerveux central est informé des changements de l'environnement externe et des menaces quant à son intégrité par les récepteurs et, via le système nerveux viscéral, des changements corrélatifs dans l'environnement interne. Les mécanismes régulant l'homéostasie sont donc sous l'emprise des contraintes, des forces, c'est-à-dire stress en anglais et stresseur en français. Et, de ce fait, répondent par des changements, donc des déformations, strain en anglais, que ces mécanismes devront ramener vers l'état d'équilibre. C'est ce que Cannon a proposé en 1929 et en 1935. Les interactions réciproques entre les perceptions des fluctuations de l'environnement et les mécanismes biologiques adaptatifs sont donc permanentes et naturelles. L'organisme entier étant mobilisé pour maintenir un équilibre, c'est-à-dire une norme physiologique que l'on appelle homéostasie.
Les émotions sont reconnues comme essentielles au sein des mécanismes régulateurs de l'homéostasie. Une perspective nouvelle sera proposée par Szölay, qui a vécu de 1907 à 1982. Donc, cette perspective nouvelle sera proposée par Szölay dès 1936. Les agents nocifs produisent, quelle que soit leur nature et d'une manière non spécifique, un syndrome. Le syndrome général d'adaptation qui va déboucher sur un état fondamentalement pathologique. C'est ce que Szölay a proposé en 1946. Szölay décrit 3 étapes. Première étape, une réaction d'alarme rapide. Deuxième étape, elle est suivie si l'action de l'agent perdure, d'une étape de résistance avec augmentation de la sécrétion granulaire de la glande cortico-surrénale contrôlée par l'hypophyse antérieure et identifiée en 1949 par Hensch comme étant la cortisone chez l'homme, corticostérone chez l'animal. Il apparaît divers dérèglements métaboliques, hormonaux et atteintes d'organes. Et troisième étape, si l'agression continue, il y a un stade d'épuisement. Il fut très vite admis que la réaction d'alarme pouvait être produite par un stimulus émotionnel. Ainsi, chez le rat soumis à une immobilisation forcée prolongée, il est observé une turgescence des glandes surrénales, une rétraction massive des thymus et des noyaux lymphatiques. On parle là du système immunitaire. Et également d'une hémorragie stomacale. Chercheur prolixe et controversé, Szölay défendra ses conceptions de non-spécificité du syndrome et d'un enchaînement pathologique des événements dans le cadre d'une causalité mécaniste et étroite. Plus grave encore, il est responsable de la diffusion planétaire du terme stress et partant de la confusion entre 2 éléments distincts, c'est-à-dire l'agent, le stresseur, en anglais stress, et le processus physiopathologique qui résulterait de l'application d'un stress nocif, en anglais strain. C'est ce que Szölay a proposé en 1970 et en 1974. L'utilisation actuelle du mot repose sur cette confusion sémantique dommageable aggravée par l'usage médiatique inconsidéré. En résumé, tout organisme par nature est confronté en permanence à des événements contrariants et imprévus, menaçants et générateurs d'émotions, mettant en cause les plans de vie, mineurs ou majeurs, et obligeant à de nouvelles stratégies. Les stresseurs sont une permanence de l'existence et les réponses d'ajustement sont, si les événements sont intenses et durables, parfois coûteuses physiquement, mentalement, émotionnellement.
Les mécanismes biologiques et psychobiologiques, qui sont un héritage, l'héritage phylogénétique et ressources personnelles et sociétales, eh bien ces mécanismes biologiques et psychobiologiques ont pour but de rétablir l'équilibre. L'organisme peut en garder des traces et des mémoires. Tout ceci relève du vaste chapitre de l'adaptation commun aux animaux et à l'homme, ce que Wess en 1971 et MacLean en 1972 ont proposé. Le processus de stress, c'est la vie. Donc il y a un équilibre, c'est-à-dire il y a un équilibre, donc une homéostasie relative et face au stress. Stress en français, strain en anglais. Déformation. Changement du corps déformable en raison d'une force exercée. Dans le langage courant, l'expression stress correspond souvent au changement dû à un stresseur. Stresseur en français, stress en anglais, c'est la force exercée sur le corps qui est déformable. Donc, on doit partir d'une certaine homéostasie et il faut qu'il y ait dans ce corps une harmonie, une balance, un équilibre. Lorsqu'il y a des forces perturbatrices ou des agents nocifs, il faut qu'il y ait des forces qui contrebalancent et neutralisent ces forces perturbatrices ou ces agents nocifs, de manière à retrouver une certaine homéostasie, c'est-à-dire l'harmonie, la balance et l'équilibre de notre corps et de notre psychisme, évidemment. Lorsqu'il y a un stress, notre homéostasie est menacée à cause des agents stresseurs. Et pour éviter que ce stress dure, il faut qu'il y ait des réponses adaptatives, c'est-à-dire des forces qui vont contrebalancer et neutraliser les forces perturbatrices, les agents nocifs, autrement dit, qui vont neutraliser les stresseurs. Le stress est donc un ensemble de communication, de relations entre différents organes et molécules qui vont faire que nous allons pouvoir retrouver une homéostasie psychique et corporelle. Autrement dit, dans notre unité fonctionnelle et structurelle relative à notre corps tout entier. Alors, n'oublions pas que la plus petite partie d'un organisme qui est vivante, c'est la cellule. Donc il faut que chacune de nos cellules, qui sont des unités structurales et fonctionnelles, soit en harmonie avec elles-mêmes, soit en homéostasie entre guillemets, donc que le métabolisme soit parfait pour chacune de nos cellules. Mais la perfection n'existant pas, il y a toujours des éléments stresseurs qui font que nous allons toujours chercher à réagir pour retrouver un certain équilibre. Donc une homéostasie globale. La réponse adaptative de l'organisme est extrêmement rapide. Elle est organisée par le système sympathique et la glande médullo-surrénale sous le contrôle du système nerveux central. Il s'agit d'une activation générale avec réaction émotionnelle. Dans un second temps, s'enclenche la libération de l'hormone cortico-surrénalienne, le cortisol, dont le rôle est d'aider au rétablissement des divers équilibres physiologiques, l'homéostasie. Si les stresseurs durent ou sont trop intenses, les mécanismes physiologiques d'ajustement et d'évaluation sont débordés et les désadaptations apparaissent. Il faut noter que la menace quant à l'intégrité psychique ou
psychologique peut être réel ou interprété. Naturellement, il n'y a pas d'événement psychologique, émotionnel, subjectif, sans événement biologique, et vice-versa. Parlons des événements de vie et des caractéristiques individuelles, notamment, dans un premier temps, la reconnaissance des stresseurs d'origine sociétale. Avant même que les bases neurobiologiques de l'adaptation et des désadaptations ne soient mises en évidence, à partir des années 1980, les événements psychologiques et sociaux, comme stresseurs, avaient été abondamment documentés. En particulier aux États-Unis, dès le début du XXe siècle pour l'organisation du travail. En Grande-Bretagne également et en Scandinavie. Dès les années 1940, l'influence des systèmes socio-économiques et des événements de vie délétères sur la santé de chaque individu est bien démontrée. C'est-à-dire qu'à société malade ou pathogène, individu malade. C'est ce qu'a proposé Donison en 1938, Hallyday en 1949, Insel et Mohs en 1974. Au cours des années 1940-1980, un nombre considérable de travaux sont publiés tant à partir de l'animal que chez l'homme. Ces travaux sont très généralement de nature transdisciplinaire, là où se rencontrent les sciences sociologiques, médicales et biologiques. À cette époque, les marqueurs neuroendocriniens sont relativement limités, c'est-à-dire l'axe sympathique médullo-surrénalien avec les catécholamines périphériques, c'est-à-dire l'adrénaline et la noradrénaline, l'axe hypophyso-cortico-surrénalien avec les corticostéroïdes sanguins ou urinaires ou leurs métabolites. Des tentatives de classement des stresseurs en fonction de leurs conséquences sur la santé sont publiées. C'est ce qu'a fait Holmes et Rahe en 1967, Dorenwent en 1974. C'est-à-dire qu'elles démontrent, a posteriori, que le poids relatif de ces événements avait une valeur anthropologique qui était contingent de la nature de la société et des systèmes économiques et sociaux. À titre d'exemple, la perte du travail dans la société américaine des années 1960 a un faible coefficient de nocivité eu égard à la non-existence du chômage. À l'inverse, la rupture de couple est un stresseur puissant dans une société n'ayant pas encore vécu les révolutions sociétales, culturelles et sexuelles de la fin des années 1960. Un grand nombre de travaux sont réalisés dans le temps, démontrant les effets sur la santé des individus de la désintégration des sociétés isolées, fortement structurées depuis des siècles, et de la disparition de leur canon culturel en raison de leur rencontre brutale avec les sociétés occidentales. C'est le cas par exemple des populations vivant dans certaines îles du Pacifique, sous l'occupation américaine, ou dans le désert du Kalahari. Donc c'est ce qu'a proposé Henry et Stephens en 1977. Des études exemplaires sont réalisées en temps réel chez l'homme en situation de combat, au cours de guerres du Vietnam par exemple, avec l'apparition de troubles psychopathologiques, dont les désordres post-traumatiques, certains irréversibles, c'est ce que Bourne a proposé en 1971. Les recherches analysent les mécanismes, pris au sens littéral, c'est-à-dire
les agencements intégrés intervenant dans le fonctionnement d'un ensemble, ici psychobiologique, et ceci en cause jusqu'aux représentations mentales symboliques. Essayons de voir quelle est l'importance des transactions entre le stresseur et l'individu, c'est-à-dire quels sont les mécanismes cognitivo-émotionnels. Dans les années 1960, les sciences du comportement, avec leur aspect neurobiologique et psychologique, établissent un certain nombre de principes autour ou toujours actuels. C'est ce que Lazarus a proposé en 1966. C'est-à-dire, premier point, les stresseurs sont des événements externes ayant des caractéristiques propres. Ils doivent être évalués selon leur effet de mineur à grave. Deuxième point, les effets des stresseurs dépendent de deux mécanismes fondamentaux. D'une part, une évaluation du stresseur ou de la situation. D'autre part, la mise en place d'ajustements. L'évaluation toujours joue un rôle essentiel dans la transaction entre l'environnement, potentiellement stresseur, et l'individu. Elle est d'origine et la cause. Elle est l'origine et la cause de différences individuelles quant aux effets, donc de négligeables à importants, donc quant aux effets des stresseurs. Les caractéristiques individuelles sont génétiques et acquises et peuvent être à l'origine de vulnérabilités potentielles. L'ajustement, c'est-à-dire ce que l'on appelle le coping, est intrinsèquement lié à l'évaluation de la nocivité du stresseur et aux moyens disponibles d'y faire face. Troisième point, les mécanismes d'évaluation et d'ajustement sont cognitivo-émotionnels. Les processus cognitifs qui procèdent de l'évaluation ne peuvent être séparés des processus émotionnels. Ces derniers sont d'un intérêt majeur dans les sciences biologiques et sociales. Ils font passer d'un concept étroit et indifférencié, c'est-à-dire le stress, à un concept plus pertinent cliniquement, c'est-à-dire l'émotion. Les mécanismes mentaux, cognitifs et émotionnels sont mobilisés dans les situations de nouveauté, d'imprévisibilité, d'incertitude, de perte de contrôle et de menace de l'ego. Les évaluations dépendent de larges différences interindividuelles. Elles mobilisent les mécanismes biologiques mentionnés ci-dessus et inversement, l'homéostasie répond aux principes de familiarité et de prévisibilité. Mécanismes psychologiques, émotionnels, biologiques se rejoignent dans une perspective psycho-endocrinienne. Cependant, les voies nerveuses connectant les processus cognitifs et émotionnels et les facteurs endocriniens restaient à découvrir. Parlons des événements de vie et de processus de stress. Cette longue période qui s'étend jusqu'aux années 1980, bien que nourrie de controverses, eut le mérite de clarifier certains aspects du concept de stress et de proposer des principes tout à fait actuels. Quelle qu'elle soit, ou qu'elle soit physique ou psychique, seule l'évaluation par le sujet et son système nerveux donnera à la menace potentielle le statut de stresseur. Pour les animaux sociaux et l'homme, les multiples subtilités de l'environnement social et sociétal sont source de stresseurs. Le terme psychosocial est parfois utilisé pour rendre compte du développement psychologique d'un individu en relation avec le milieu ou la culture dans lequel il a été vécu et, plus largement, des interactions d'un sujet avec l'environnement social, en particulier à l'interface du monde du travail. Corollairement, il en découlerait la notion de risque psychosocial. Il paraît plus simple de parler de stresseurs et de leurs conséquences. Le stresseur a des qualités objectives à partir desquelles il est possible de lui attribuer une dangerosité générale, sinon équipotente pour la population qui le subit. Cependant,
La nature des représentations mentales du stresseur est au cœur du processus de stress. Tout individu n'est en rien, à chaque moment de son histoire, une tabula rasa. Chaque sujet personnalise ce qu'il évalue, interprète, éprouve et ressent. Ceci en fonction de sa personnalité, de son histoire, de ses croyances, de sa culture, de ses possibilités d'ajustement, de ses potentialités génétiques et de ses ressources sociales. De l'évaluation et de l'interprétation ainsi que des mécanismes cognitifs émotionnels en jeu, il en ressort un état dit subjectif, donc propre à un sujet en interaction avec son environnement. La subjectivité est configurée par les structures universelles des facultés mentales de l'espèce et, quoique différenciée, n'est en rien incommunicable et peut entrer en relation avec d'autres subjectivités, les subjectivités pouvant se construire les unes par rapport aux autres, que des représentations soient fidèles ou non à la réalité objective du stresseur. Il ne peut pas y avoir de représentation mentale propre à un sujet pensant sans distorsion par rapport à ce qui est représenté et la narration qui en est faite. La médecine et la psychiatrie nous apprennent que cette configuration subjective avec sa charge d'affectivité est le reflet d'un état neurobiologique et, partant, démontre comment un événement donné devient stresseur. Ainsi, s'instaureront les processus neurobiologiques et neuroendocriniens du stress. La subjectivité stress s'objective et s'authentifie par son versant biologique. Bien que dépourvus de toutes les données neurobiologiques et neuroendocriniennes dont nous disposons actuellement, les chercheurs s'appuyaient alors sur une approche psychobiologique pour établir l'existence du processus de stress, déviance autour de l'équilibre homéostatique des différentes constantes physiologiques, retour à la normalité ou passage à la pathologie. L'affirmation selon laquelle certaines personnes stressées vont bien alors que d'autres affectées par peu de stress vont très mal n'a pas de sens sinon qu'elle reflète cette réalité, c'est-à-dire que le stresseur aura des effets différents, de nul à délétère, selon les sujets. Donc, il y a un processus de stress, une maîtrise de l'homéostasie, des capacités d'ajustement génétique également, donc l'histoire personnelle, les vulnérabilités potentielles, etc. Donc ce que démontre une énorme quantité de données cliniques et expérimentales à partir de situations même extrêmes. Par exemple les guerres, les désastres, les camps de concentration. Donc autrement dit, les effets sont différents selon les personnes. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul effet pour un seul type de stress. Seules les données biomédicales confirmeront l'existence du processus. Les statuts de stressé et l'existence d'un processus de stress ne peuvent être décrétés sans analyse objective. Le concept de résilience, d'une grande complexité, doit être pris en compte. La résilience étant le retour à l'état normal. Quels sont les aperçus sur les bases neurobiologiques et neuroendocriniennes du processus de stress? Les progrès fulgurants des techniques et modèles en neurosciences ont permis de découvrir durant les années 1980 et 2000 l'essentiel de la neuroendocrinologie de l'adaptation, notamment avec Crouzos et Gold en 1992, Johnson en 1992, Cloët et en 2005. Quels sont les effets du stress aigu sur le cerveau? Il y a un élément stresseur, et sachant qu'il y a dans l'anatomie le cortex préfrontal qui correspond à un endroit où il y a un traitement des informations
et des prises de décision. Il y a également dans ce système nerveux, avant de parler des effets du stresseur, eh bien, il y a ce que l'on appelle le thalamus, l'hypothalamus également, qui correspond à une activation, enfin qui va pouvoir activer l'axe corticotrope. Il y a également ce que l'on appelle l'hypophyse. Il y a l'hippocampe, centre plus ou moins de la mémoire, l'amygdale, qui gère les émotions, le locus coeruleus, qui correspond à l'activation du système nerveux autonome. Il y a des nerfs terminaux sympathiques. Il y a également comme glande, donc au niveau des reins, donc la glande surrénale, avec son cortex et la médulla. Lorsqu'il y a un agent stresseur, l'agent stresseur, alors le cortex préfrontal va être plus ou moins au courant du fait qu'il y a un organe des sens qui sont plus ou moins en relation. Par exemple, les yeux vont voir quelque chose qui va stresser. Le thalamus, donc l'hypothalamus va agir, mais avant, l'hippocampe et l'amygdale va également être au courant, entre guillemets. Donc ça veut dire que cet ensemble, ce côté du système nerveux en quelque sorte, va réagir, va intégrer les informations pour faire en sorte que l'hypothalamus sécrète une hormone que l'on appelle la CRH, cortico-releasing hormone, qui va aller agir après être passé dans le sang et avoir rejoint l'hypophyse, donc va faire en sorte que l'hypophyse va sécréter une hormone ACTH qui va aller agir au niveau du cortex de la glande surrénale pour produire du cortisol. Et en parallèle, donc on va avoir une activation du système nerveux autonome qui va faire en sorte que certains nerfs terminaux sympathiques vont entrer en jeu et il va y avoir globalement sécrétion de catécholamine et donc c'est-à-dire d'adrénaline et de noradrénaline. Donc sachant que l'adrénaline va agir en premier, donc plutôt que le côté nerf vague va agir d'abord, donc tout ça en relation avec le cortex, le cortex, donc l'hippocampe et l'amygdale. Donc on va se retrouver avec des messages nerveux qui vont faire en sorte que au niveau de certains nerfs terminaux sympathiques et au niveau d'un complexe au niveau de synapses en fait d'origine plus ou moins différente, eh bien l'adrénaline va agir en premier et ensuite c'est un petit peu plus tard, dans les minutes ou l'heure qui suivent, c'est le cortisol qui va prendre le relais. Alors, donc il y a des systèmes, alors ça c'était pour parler globalement, hein. Bon, après on va essayer de détailler un petit peu plus. Parlons du système CRH et des récepteurs. Les hormones hypothalamiques, c'est-à-dire les hormones alors on peut dire CRF ou CRH, donc corticotropine releasing factor, ou bien on peut dire, donc dans ce cas CRF, ou bien on peut dire hormone CRH, c'est-à-dire cortico releasing hormone, c'est-à-dire une hormone qui va permettre la biosynthèse, enfin le relâchement, la biosynthèse en fait du cortisol au niveau des glandes surrénales. Donc les hormones hypothalamiques sont responsables de la libération de l'hormone corticotrope, c'est-à-dire l'ACTH. Après, donc une fois que le CRH produit par l'hypothalamus soit allé en direction de l'hypophyse, eh bien cette hypophyse est stimulée pour produire à son tour une autre hormone que l'on appelle ACTH. Donc cette ACTH elle-même est responsable de la libération des corticoïdes, donc au niveau du cortex des glandes surrénales. Donc ces corticoïdes, donc de libération de corticoïdes, donc c'est-à-dire qu'il y a eu une découverte en 1981 et l'historique peut être consulté à travers différents livres, donc par exemple Val en 1981, Taché et Brune-Hubert en 2008. Donc là, je répète, bien que les hormones hypothalamiques, responsables de la libération de l'hormone corticotrope, c'est-à-dire l'ACTH, elles-mêmes responsables de la libération des corticoïdes, furent découverts à partir des années 1981 à peu près.
De fait, il apparut très vite que les corps cellulaires contenant le CRH donc qui est produit par l'hypothalamus, étaient localisés dans de nombreuses régions du cerveau antérieur, le cortex cérébral et les régions bulbo-pontiques. La distribution intracérébrale des récepteurs de ces hormones a révélé une présence relativement ubiquitaire, avec des concentrations massives dans le cortex, l'amygdale, l'hypothalamus, les divers noyaux de la formation réticulée, dont le raphet et l'aire tegmentale ventrale. À côté des ligands naturels, de nombreux ligands synthétiques ont été proposés, permettant des analyses anatomo-fonctionnelles précises des rôles postsynaptiques. Les systèmes CRH intracérébraux ont des actions générales et coordonnées pour ce qui concerne le processus de stress. C'est-à-dire que, premier point, au niveau hypothalamique, par l'action de l'hypophyse antérieure, la libération de l'hormone corticotrope, ACTH ou adrénocorticotrophique hormone, laquelle libérée dans le flux sanguin et agissant sur la glande corticosurrénale, libérera les hormones corticostéroïdes, c'est-à-dire cortisol chez l'homme et corticostérone chez les rongeurs de laboratoire. Autre point, au niveau des différentes régions intracérébrales, le CRH agit pour coordonner les différentes réponses adaptatives aux stresseurs, à titre d'exemple de l'administration locale intralimbique, c'est-à-dire l'amygdale, d'agonistes et d'antagonistes sélectifs, puis de l'annulation de l'expression du récepteur CRH-CRR1, anti-sense Knockdown, puis encore de l'analyse comportementale de rongeurs dans CRHR2, Knockout. Il ressort que les transmissions CRH sont impliquées dans l'hypervigilance, l'anxiété, les réponses biologiques et comportementales similaires aux effets du stress, des états dysphoriques et aversifs. C'est ce que Cobb a montré en 1999. Autre point. Par les voies projetant sur les structures du tronc cérébral, donc le locus coeruleus, les systèmes CRH agiront sur les régions régulant l'activation du système sympathique, c'est-à-dire directement sur le fonctionnement des organes internes ou indirectement par la glande médullosurrénale et la libération dans la circulation sanguine de l'adrénaline. Entre le CRH module du système, module le système immunitaire. Cette modulation s'effectue aussi par les corticostéroïdes, par le système nerveux sympathique, le système nerveux central étant informé en retour par les cytokines sécrétées. En bref, le stress provoque une réduction du nombre de lymphocytes, de l'activité des cellules tueuses, du rapport entre lymphocytes T helper et suppressor, des anticorps et en conséquence de l'activation ou plutôt de la réactivation des agents de l'inflammation et des infections. L'un des aspects anatomo-fonctionnels les plus remarquables et importants est que le système régulateur central du stress repose sur une boucle anatomo-fonctionnelle CRH, catécholamine CRH. C'est ce que Cobb, K-O-O-B, a démontré en 1999. Et Valentino et Van Bockstyle en 2008. Reliant, alors, je répète, le système régulateur central du stress repose sur une boucle anatomo-fonctionnelle CRH catécholamine CRH, reliant par une proaction positive les structures du cerveau antérieur et limbique, ayant des cellules CRH, avec les noyaux du tronc cérébral, donc ayant des cellules catécholaminergiques, ce qui explique la coordination naturelle des réponses comportementales des systèmes autonomes sympathiques sur les organes internes et les régulations immunitaires. Classiquement,
dans la région amygdalienne, le CRH participerait aux mémoires émotionnelles, aux manifestations d'anxiété, les deux récepteurs CRHR1 et CRHR2 ayant des actions opposées. Au niveau de l'hippocampe, le CRH, donc je répète que le CRH c'est Cortico-Releasing Hormone produite par l'hypothalamus. Donc au niveau de l'hippocampe, le CRH interviendrait dans les mémoires reliées au stress et au niveau du noyau de la strie terminale, l'hormone participerait aux manifestations anxieuses. Enfin, comme indiqué, comme nous allons le voir après, donc la coordination CRH-noradrénaline se réalise au niveau du locus ceruleus, siège de neurones noradrénergiques. Parlons maintenant de glandes corticosurrénales, corticostéroïdes et de récepteurs. Donc parlons de la glande corticosurrénale, des corticostéroïdes et des récepteurs. Les recherches sur l'axe hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien, souvent appelé l'axe neuro-hormonal du stress, avaient subi un reflux dans les années 1950-1970. En particulier avec la découverte en 1949 par Hensch de l'action thérapeutique anti-inflammatoire de la cortisone, l'hormone corticostéroïde majeure chez l'homme. Il était difficile de comprendre comment une hormone aux effets thérapeutiques si nombreux, c'est-à-dire plus de 200 affections, pouvait être l'agent délétère du stress. Cependant, au cours des années, de nombreux arguments militaient pour une action centrale des corticoïdes. En particulier, pour un contrôle rétroactif négatif de ces hormones sur les mécanismes déclenchés par le CRH au niveau hypophysaire, hypothalamique et limbique. Les approches cellulaires et moléculaires, dominantes à partir des années 1980, ont permis de compléter avec les découvertes concernant le CRH une conception intégrée, centrale, périphérique de la neuroendocrinologie du stress. Deux types de récepteurs ont été identifiés dans le cerveau. Les récepteurs aux minéralocorticoïdes, donc que l'on va appeler MRS, qui se lient à l'hormone cortisone avec une haute affinité et sont trouvés en particulier dans le système limbique, et d'autre part les récepteurs pour les glucocorticoïdes, que l'on va appeler GRS, qui se lient avec une basse affinité et sont représentés d'une manière ubiquitaire. Toutefois, les deux récepteurs existent dans l'hippocampe. À l'état basal, les MRS sont occupés alors que les niveaux des hormones sont bas, les GRS n'étant que partiellement occupés. Sous l'effet des stresseurs et des sécrétions pulsatiles des corticostéroïdes, les GRS deviennent pleinement occupés. Ainsi, l'activation des MRS garantit le niveau basal stable d'activation. L'homéostasie et l'activation des GRS, associée à celle des MRS aussi, provoquent une activation neuronale intense en relation avec la nécessité adaptative. De nombreux agonistes et antagonistes ont été synthétisés. Les récepteurs MRS et GRS sont intracellulaires. L'existence de récepteurs membranaires à action rapide a été suspectée, mais les preuves expérimentales sont encore rares. Le cortisol se lie au récepteur, le complexe hormone-récepteur est transporté vers le noyau pour se lier sous forme de dimère au sein de l'ADN à des éléments de réponse spécifiques et ainsi affecter les taux de transcription des gènes répondant aux hormones. Les récepteurs activés peuvent bloquer ou limiter l'activité d'autres facteurs de transcription par des interactions protéine-protéine résultant soit en une désensibilisation, soit en une hyperactivation de ces facteurs.
Il en est ainsi pour des transmissions relevant de facteurs immunitaires. C'est ce que Cloët a montré en tout cas en 2005 et Gley en 2007. Les changements de l'activité transcriptionnelle induite par la liaison des récepteurs au cortisol sur les sites grand G, grand M, RE, alors grand G, RE ou grand M, RE, affectent en retour les diverses conductances dans la membrane du neurone. Il en résulte des modifications au niveau des transmissions couplées aux protéines G, aux divers canaux ioniques et aux récepteurs ionotropiques. Parlons maintenant de la chronologie des événements en réponse aux stresseurs. La chronologie des événements lors d'un stress aigu et isolé, en réponse à un événement perçu et analysé à un instant T, permet de comprendre le rôle respectif des différentes hormones. Dès la perception de l'événement et l'évaluation de son caractère potentiellement menaçant ou dangereux, les transmissions catécholaminergiques et CRH sont mises en jeu. Donc ceci sous forme de fractions, en fractions de secondes ou secondes, suivi par l'ACTH et les autres hormones hypophysaires dont le glucagon. Les gonadotrophines sont inhibées. Ce n'est que plusieurs minutes plus tard que les corticostéroïdes sont libérés. Parallèlement, la libération des stéroïdes sexuels est inhibée. Cependant, si les récepteurs spécifiques et les tissus répondent quasi instantanément aux catécholamines et suivis de peu au CRH, il faut attendre quelques minutes pour que les effets physiologiques de l'ACTH, des opiacés, des gonadotrophines, puis de la prolactine, du glucagon et de l'hormone de croissance aient lieu, puis une demi-heure à 1 heure plus tard, voire beaucoup plus, parfois des jours, pour que le cortisol et les hormones sexuelles affectent les tissus et organes cibles. Les conséquences physiologiques immédiates du stresseur seront donc dans l'ordre chronologique une augmentation du tonus cardiovasculaire, l'activation immunitaire, la mobilisation des sources d'énergie, la réduction ou la disparition des potentialités sexuelles et reproductives, l'augmentation du flux sanguin cérébral, la perte d'appétit et la mise en route des processus de consolidation mnésique avec action centrale sur l'hippocampe. Dans les faits, les transmissions CRH enclenchent des mécanismes biologiques et neuronaux de façon variable selon les différences individuelles et les processus d'évaluation. Par la suite, le cortisol module en retour la libération du CRH par une rétroaction négative. Selon l'intensité perçue et évaluée du stresseur, le sujet perçoit immédiatement des modifications physiologiques périphériques comme l'augmentation du rythme cardiaque, puis des analyses et réactions subjectives correspondant à ce que le sujet éprouve de l'événement et de l'anxiété et ce qu'il va nommer stress. Ce n'est que près d'une demi-heure plus tard, à 1 heure plus tard éventuellement, que le cortisol sera mesurable dans la salive. Les réactions psychobiologiques recouvreront plus ou moins vite l'équilibre en raison de mécanismes relevant de l'homéostasie, c'est ce que Johnson a montré en 1992. Le rôle physiologique du cortisol et de l'axe hypothalamo-hypophysaire est de contribuer à l'équilibre homéostatique. Le rôle physiologique de l'augmentation des glucominéralocorticoïdes lors du processus de stress est de protéger contre toutes les réactions de défense activées par le stress en les contrecarrant et les empêchant d'aller au-delà des mécanismes homéostatiques. En d'autres termes, ils ont un rôle permissif de préparer et amorcer les mécanismes de défense, suivi par un rôle suppresseur, de limiter ces actions. Néanmoins, si les stresseurs sont trop violents et durs, ces actions ne sont plus opérantes et les pathologies apparaissent. Il faut dissocier les effets aigus et chroniques d'un stresseur.
Parlons maintenant de stress chronique d'origine sociale avec des approches récentes et notamment parlons des marqueurs neuroendocriniens et neurobiologiques du stress chronique. Il a fallu plus de temps pour comprendre les changements résultant de stress chronique ou intense dans les situations où la récupération et le retour aux équilibres ne se font plus alors que les traces perdurent dans l'organisme objectivées par les symptômes biologiques et psychologiques. Il est ici question du passage du normal au pathologique. Donc on parle de stresseurs chroniques qui vont avoir une relation dans l'environnement social et bien entendu correspondant également à des caractéristiques individuelles. Le stress est perçu. Eh bien, il va y avoir des effets psychologiques et physiologiques. Ces effets vont agir au niveau de troubles, notamment troubles de la santé mentale et physique. Donc l'environnement social, lui, permet de rencontrer des effets, ou de mettre en avant des effets psychologiques et physiologiques également. Donc toujours, on peut arriver à des troubles de la santé mentale et physique. Le stress qui est perçu, eh bien, peut être toujours en relation avec ces effets psychologiques et physiologiques, et en relation, bien entendu, avec les caractères individuels, eh bien, source également de troubles de la santé mentale. Bref, on peut parler de stress chronique avec l'environnement social et ou les caractéristiques individuelles, permettant de percevoir le stress, permettant en même temps de faire en sorte qu'il y ait des effets psychologiques et physiologiques, et faire en sorte que les troubles mentaux et physiques peuvent exister. Donc il y a bien des liens entre les stresseurs chroniques et l'état de santé. La trace laissée par l'événement n'est parfois qu'une vulnérabilité qui se manifestera à l'instar d'une mémoire biologique et psychologique, et uniquement si un autre événement, qu'il soit mineur ou grave, survient, qui potentialisera la réponse. Ces vulnérabilités potentielles sont des traces d'événements antérieurs, ne seront donc révélées que par l'anamnèse. C'est ce que Elzinga a proposé en 2008. Le problème est d'autant plus complexe qu'interviennent d'une part les facteurs génétiques révélant les vulnérabilités par l'intermédiaire de situations environnementales données, et d'autre part des événements de vie parfois très précoces, voire survenus durant la vie intra-utérine. Les changements pathologiques se révèlent dans les jours, les semaines, voire les années qui suivent les événements stressants par une dérégulation de l'axe du stress, par des changements au niveau de régulation génique, par une désensibilisation des récepteurs nucléaires, MRS et GRS. Les conséquences résultent du dysfonctionnement de l'axe du stress, avec en principe une augmentation chronique de la sécrétion du cortisol, car la rétroaction négative sur les transmissions CRH n'est plus opérationnelle. Il est cependant admis que le niveau de cortisol n'est pas le marqueur essentiel, c'est ce que Miller a montré en 2007. Selon les situations, la réponse hormonale peut être soit augmentée, soit réduite, par exemple dans les désordres post-traumatiques. Seule est pertinente la désensibilisation des récepteurs intracellulaires aux corticostéroïdes, le niveau d'expression des ARN messagers des gènes cibles de ces récepteurs, qui sont également des facteurs de transcription, et la régulation accrue des protéines avec lesquelles ils interagissent. Cette régulation affecte les protéines de la superfamille des facteurs de transcription impliqués dans la réponse immunitaire, comme le facteur nucléaire kappa, grand B, NFK, grand B, ainsi que les facteurs de transcription envoyant les signaux adrénergiques aux leucocytes. C'est ce que Miller a montré en 2008 et 2009. C'est dans cette direction que pourront être proposés des marqueurs de stress chronique. Lorsque l'action des stresseurs perdure des jours ou des semaines, et le plus souvent au cours des semaines qui suivent la fin des stresseurs, apparaissent, outre les transformations mentionnées ci-dessus, des modifications morphologiques de certaines structures du cerveau,
associée à une altération de la plasticité synaptique et en conséquence des troubles des fonctions cognitivo-émotionnelles. C'est ce que Magarinos a montré en 1996, Souza en 2008. Depuis le milieu des années 1990, les études d'IRM chez l'homme ont montré que l'hippocampe a une taille réduite chez les dépressifs, ainsi que chez les patients souffrant du syndrome de Cushing, suggérant l'implication d'un excès de glucocorticoïdes dans ce phénomène. Plus tard, une corrélation négative fut trouvée entre le niveau de glucocorticoïdes, la taille de l'hippocampe et les performances cognitives. Des études chez l'animal ont défini que l'atrophie de l'hippocampe en situation de stress chronique était due à une rétraction des dendrites apicales des neurones de la région CA3 dans l'hippocampe. Cette réduction des dendrites apparaît aussi lorsque dans les neurones du cortex préfrontal médian et est associée à une altération de l'attention. Cette réduction des dendrites apparaît aussi dans les neurones du cortex préfrontal médian et est associée à une altération de l'attention. J'ai répété. Quelques mois après l'arrêt des stresseurs, les neurones reviennent à leur conformation d'origine, ce qui montre la plasticité de ces phénomènes. En revanche, le stress chronique entraîne chez l'animal une croissance dendritique dans les neurones de l'amygdale et du cortex orbitofrontal. L'hypertrophie de l'amygdale est persistante même après l'arrêt des stresseurs et est associée à une augmentation de la peur conditionnée et de l'agressivité des animaux. Le cortex préfrontal, l'hippocampe et l'amygdale sont interconnectés et s'influencent mutuellement à travers des activités neuronales directes et indirectes. Par exemple, le stress chronique induit une altération de la potentialisation à long terme dans l'hippocampe, conduisant à des troubles de la mémoire. Ces altérations sont bloquées par l'inactivation de l'amygdale. Cet ensemble de modifications caractérise l'apparition d'un phénotype vulnérable. Donc, on voit qu'il y a des effets du stress chronique sur le cerveau. Il y a un stress. Il y a donc une excitabilité à un stress nouveau, par exemple, si le stress est nouveau. Pourquoi? Parce que l'hypothalamus va agir à travers la CRH et l'AVP, et le locus ceruleus va agir également à travers l'adrénaline et la noradrénaline qui va être biosynthétisée. Lors d'un stress, donc excitabilité à un stress nouveau par exemple, le cortex préfrontal va arriver, va réagir, va intégrer les informations et il va y avoir une diminution de l'expression GR, donc une atrophie réversible des dendrites. Et il y aura une diminution de la tension, de la flexibilité et une diminution du rétrocontrôle de l'axe corticotrope. L'hypothalamus, lui, augmentation du CRH, AVP. L'hippocampe agit, il va y avoir une expression du GR qui sera diminuée, une atrophie réversible des dendrites et un ralentissement de la neurogénèse. En conséquence, une diminution du rétrocontrôle de l'axe corticotrope, une diminution de la mémoire conceptuelle et spatiale et une diminution de nouveaux apprentissages. Concernant le locus ceruleus, donc avec une augmentation d'adrénaline et de noradrénaline, l'amygdale va permettre l'augmentation de l'expression de CRH, une augmentation de la persistance de l'arborisation dendritique, une augmentation de l'excitabilité. En conséquence de tout cela, il y aura une augmentation de l'excitabilité de l'axe corticotrope, une augmentation de l'excitabilité du système nerveux sympathique, une augmentation de l'anxiété, une augmentation de la mémoire émotionnelle et une diminution de la valeur de récompense. Autrement dit, vous voyez là que le stress, à travers l'excitabilité à un stress nouveau en relation avec le cortex préfrontal, le stress en relation avec l'hypothalamus et donc l'hippocampe, et en relation avec le locus ceruleus, donc avec l'amygdale, eh bien vous voyez qu'il y a toute une panoplie, en quelque sorte,
de réaction qui se mettent en place. Parlons maintenant du concept de maladie sociale chronique. Les recherches de ces 10 dernières années ont radicalement transformé nos réflexions. Ces recherches prennent en compte l'histoire du sujet, particulièrement dans ses dimensions sociales. Tout se passe comme si les préoccupations bien argumentées dans les années 1940 à 1970 reprenaient de l'intérêt et du sens avec les découvertes neurobiologiques et neuro-endocrinologiques, cellulaires et moléculaires des années 1980 à 2000. De ce fait, les chercheurs vont relier directement chez l'homme, par le choix de groupes de sujets présentant des caractéristiques socio-économiques ou psychopathologiques précises, des situations données avec des marqueurs biologiques, des traces inscrites à long terme dans les organismes. Les stresseurs séculaires restent au devant de la scène, c'est-à-dire les guerres, les violences d'État meurtrières, les catastrophes en tout genre aggravées par les technosciences, les famines, les épidémies, etc. Cependant, des changements sociétaux et individuels profonds ont modifié les relations du sujet avec son environnement social. L'avènement progressif des sociétés démocratiques, la montée de l'individualisme et de l'autonomie du sujet, la généralisation de l'urbanisation, de l'atomisation des existences, des pertes de contrôle des individus sur leur destin devenu instable entre les mains de superstructures économiques anonymes dites mondialisées, la disparition des traditions, des organisations communautaires, des normes familiales, des canons culturels qui étaient massivement acceptés et partagés. Eh bien, tous ces facteurs ont donné sens à de plus en plus de stresseurs et sont devenus pourvoyeurs de pathologies nouvelles. Les anglo-saxons et les nord-américains, les premiers, ont identifié ce qui a été appelé les pathologies comportementales et sociales chroniques, apparues progressivement durant ces 40 dernières années et aussi appelées les troubles biocomportementaux. C'est ce que Le Moal a proposé en 2007. En 2003, En 2003, dans son rapport annuel, le directeur général de la santé des États-Unis écrivait « Cette augmentation des pathologies comportementales et sociales chroniques est devenue insupportable en termes de souffrance pour les individus, les familles, les enfants, les adolescents et les communautés. » Elle représente un fardeau problématique qui met en danger le futur de notre système de santé et au-delà le futur de notre société. La nécessité de cerner et de définir ces pathologies sociales chroniques a fait apparaître que des environnements socio-économiquement pauvres, un statut social et une position bas dans l'échelle sociale, les inégalités, l'exclusion mais aussi les sentiments d'inéquité, de dévaluation du travail, par exemple comparaison du rapport des revenus du bas au haut de l'échelle sociale, donc de soi en fait, laissaient des traces biologiques et psychologiques, lesquelles en retour prédisaient une plus grande vulnérabilité aux maladies somatiques et aux pathologies comportementales et psychiatriques. Les données abondent qui montrent que plus tôt ces environnements délétères agissent, plus sûrement apparaîtront des traits psychobiologiques particuliers authentiques, manières d'appréhender le monde et d'y répondre. Des traits de personnalité comme l'hostilité, la violence ou le désespoir. Des altérations épigénétiques de l'expression génique se produisent dans des régions du cerveau comme le cortex préfrontal, l'amygdale, l'hippocampe, lesquelles régulent les capacités d'autorégulation et de contrôle et les réponses cognitivo-émotionnelles aux stresseurs ultérieurs. Ces environnements délétères incluent la vie pré- et postnatale.
Les conséquences psychobiologiques, les traces et altérations épigénétiques constituent des comorbidités expliquant une large part des différences interindividuelles. La question du caractère ubiquitaire des stresseurs a été évoquée, c'est-à-dire qu'à stresseur égal, les conséquences pour tous les individus seraient similaires. Les observations et les évaluations cliniques vont à l'encontre d'une telle affirmation. Bien évidemment, plus les stresseurs seront violents, massifs et catastrophiques, ou bien de longue durée, inévitables, incontrôlables, plus nombreux seront les individus qui y succomberont. Ces différences individuelles ressortent au moins en partie de l'existence de comorbidités, lesquelles sont de plus en plus largement reconnues dans le champ des addictions, des douleurs chroniques, des désordres affectifs, de l'anxiété chronique, des troubles alimentaires, des fatigues chroniques, du suicide et en général dans les troubles biocomportementaux. Quelles sont alors les perspectives nouvelles de la recherche? Voyons cela sur 3 exemples d'approches intégrées psy-socio-biologiques. En parlant d'abord de l'atteinte des fonctions corticales, dont les capacités de contrôle et d'autorégulation. Des recherches récentes ont montré le rôle du stress dans la dérégulation des fonctions du cortex préfrontal. Cette région est impliquée dans la prise de décision, dans les situations d'incertitude, d'imprévisibilité et de risque. C'est la région concernée par l'autorégulation, l'évaluation et le contrôle. En situation d'imprévisibilité et de risque, réponse à la situation ou ne pas répondre, et décider de la réponse possible nécessite une sélection des choix fondés sur les conséquences. La résolution par l'individu de cette incertitude est enrayée dans les situations de stress. Ces régions corticales et les réseaux neuronaux avec lesquels elles sont connectées ont de hautes densités de récepteurs au CRH et au cortisol, et elles reçoivent de nombreuses transmissions noradrénergiques. Dès la perception du stimulus, s'enclenche un processus de traitement de l'information intuitif, rapide, parallèle, automatique, sans effort, associatif et essentiellement émotionnel, et ce n'est que dans un second temps, question de fraction de seconde ou de seconde, que survient un traitement fondé sur un raisonnement, mais dépendant du précédent, plus lent, donc sériel, contrôlé, nécessitant un effort, gouverné par des règles flexibles et neutres également. Ce dernier traitement repose sur des représentations du passé, du présent, du futur, et peut être évoqué par le langage. C'est ce que Kahneman a exprimé en 2003. De plus, les voies nerveuses relient le cortex préfrontal au noyau hypothalamique, c'est-à-dire le noyau paraventriculaire, contrôlant la production de CRH et donc la sécrétion hypophysaire et l'axe du stress, c'est ce que Radley a proposé en 2006. Il a été démontré que des stress imposés par l'environnement social, par exemple des examens compétitifs pour l'obtention d'un emploi, perturbent gravement les capacités cognitives et le contrôle cognitif, en particulier la flexibilité mentale dépendant du cortex préfrontal, ceci parallèlement à une réduction des arborisations dendritiques et des communications interneuronales, tant chez l'homme que chez l'animal. C'est ce qu'a montré Diaz-Ferreira et Liston en 2009. D'autres régions cérébrales sont affectées, en particulier l'hippocampe, par lequel le stress est responsable de troubles cognitifs et de la mémoire spatiale. C'est ce que Oitz en 2001 et Wong en 2007 ont montré. Les atteintes de ces fonctions corticales se manifestent par la perte de l'autorégulation et les conduites impulsives ou violentes. Deuxièmement, parlons maintenant du statut socio-économique dans l'enfance et sensibilité aux inflammations. L'un des stresseurs chroniques de l'enfance, dont les effets s'inscrivent sur toute une vie, est le statut socio-économique. Les adversités résultant de la pauvreté, des conditions de vie défavorables et le contexte général de maltraitance physique, morale, nutritionnelle qui entoure les petits-enfants démunis, physiquement et affectivement, inclut le développement prénatal. C'est ce que Essex en 2002 et
Antringer en 2008 ont montré. Donc, je vous ai dit, inclut le développement prénatal, entre dans le corps et laisse des traces dues en particulier aux hormones du stress. C'est ce que Pass en 2007 et Miller en 2009 ont montré. Il en est de même pour les abus divers exercés sur les enfants. La signature biologique retrouvée tout au long de la vie, au niveau cellulaire, est une activité transcriptionnelle accrue des voies de signalisation qui régulent les signaux adrénergiques, les réponses immunitaires pro-inflammatoires, ainsi que l'hyposensibilité des voies de signalisation mises en jeu par les glucocorticoïdes. C'est ce que LI a montré en 2007. Il existe donc une régulation sociale de l'expression génomique au sein de l'organisme, c'est ce que Cole a montré en 2007. Ces fragilités constitutives se manifestent par exemple par des maladies bronchopulmonaires, de l'asthme ou des atteintes cardiovasculaires, une sensibilité accrue aux virus et agents infectieux. C'est ce que Miller a montré en 2008 et 2009. Inversement, les cytokines pro-inflammatoires sont secondairement des médiateurs des effets antineurogéniques et dépressogènes du stress chronique. C'est ce que Coe et Duman ont montré en 2008. Troisièmement, parlons de l'humiliation, de l'exclusion sociale, de l'isolement et de la souffrance. Une troisième ligne de recherche concerne un ensemble de situations mettant en jeu des réactivités ou symptômes psychobiologiques sur lesquels un gros travail de précision sémantique reste à faire. Ces symptômes concernent ce qui est subjectivement ressenti en termes de souffrance, de douleur subjective, de douleur morale. Ces situations concernent l'exclusion, l'humiliation, le rejet social, l'inéquité, les pertes de relations interpersonnelles et l'isolement. Elles sont retrouvées chez l'animal, c'est ce que Fraser a montré en 2008, comme chez l'homme, mettant en cause toutes les structures psychobiologiques des êtres sociaux et les constructions harmonieuses permettant la place adéquate de l'individu au sein des groupes. C'est ce que Baumeister et Léry ont montré en 1995, Bernstein en 1999, Ress en 2000. Il a été montré que les affects, les douleurs subjectives, la souffrance morale, tout comme l'exclusion sociale et le sentiment de rejet, font mal, activent des circuits de la douleur et les régions singulaires antérieures. C'est ce que Renville a montré en 1997 et Heisenberger en 2003. L'humiliation, l'exclusion, la perte de statut, la solitude et le rejet des niveaux élevés de douleur ou de souffrance subjectives, quant à elles, sont prolongées et précipitent le sujet dans un syndrome complexe comprenant un émoussement émotionnel avec anédonie, déconstruction cognitive de la conscience du soi et de l'analyse temporelle, des tendances dépressives et autodestructrices, un affaiblissement des capacités d'autorégulation. C'est ce que Twenge en 2002, Kendler en 2003, Baumeister en 2005, Tenge en 2003 et 2007 ont montré. Stresseurs et processus de stress dérégulent le fonctionnement des circuits cortico-limbiques. Comme décrit précédemment, ces activités transcriptionnelles des récepteurs aux glucocorticoïdes sont hyposensibilisées et celles des récepteurs de l'immunité et de l'inflammation hypersensibilisées. Profil pathologique déjà évoqué pour tout ce stress chronique. En conclusion, tout individu fait face quotidiennement à de nombreux stresseurs et par nature, des mécanismes sont présents pour maintenir l'équilibre biologique, l'homéostasie. Ces mécanismes cognitifs et émotionnels dépendent du bon fonctionnement des régions corticofrontales permettant les évaluations et les ajustements. Il existe une grande inégalité face aux stresseurs. Outre les déterminants génétiques, de nombreuses causes de vulnérabilité peuvent être décrites. Les facteurs sociaux, dont les inégalités, l'isolement, l'humiliation, sont de plus en plus invoqués comme stresseurs chroniques. Leurs conséquences biologiques sont de mieux en mieux connues. Depuis plus de 60 ans, les chercheurs essentiellement anglo-saxons ont démontré que certaines sociétés pouvaient être sources de stresseurs délétères
pour la santé des citoyens. Ceci revient à définir ce qu'est une société permettant l'épanouissement psychobiologique des citoyens. C'est ce que Wilkinson en 1996, Adler en 1999, Marmot et Wilkinson en 2003, Marmot en 2004 et Wilkinson en 2010 ont montré. Il reste à démontrer que les environnements actuels sont plus pathogènes qu'ils ne l'étaient il y a 50, 100 ou 500 ans. Et pourquoi? Ou bien si ce sont les individus qui sont plus vulnérables ou qui ont des capacités d'évaluation différentes ou qui ne disposent plus des capacités et moyens d'ajustement nécessaires. Voilà, donc je crois que nous avons largement traité le sujet correspondant au stress, qu'il soit chronique ou aigu. Alors on part de aigu pour aller vers chronique, et bien entendu, cette exhaustivité, entre guillemets, demande à être écoutée, lue et relue plusieurs fois pour bien comprendre tout le sens ou tous les termes qui sont abordés et qui sont bien entendu compliqués. Le cours est terminé. Merci.